d'être avec nous sur i24 News, édition spéciale d'économie de Mac, consacrée bien sûr à l'actualité brûlante au Proche-Orient. Comment réagit en ces temps de conflit l'activité économique israélienne? Nous serons en ligne avec l'économiste Jacques Bendelak et vous verrez qu'on a déjà constaté certaines modifications des habitudes de consommation. Autre inconnu, l'impact du rappel massif de dizaines de milliers de soldats réservistes. Un grand nombre d'entre eux occupent des postes clés dans leurs entreprises. Et puis on s'intéressera aussi à la réaction des marchés financiers à travers le monde. Ce conflit à Gaza a-t-il des effets? Un expert, Eric Lewin, sera en ligne avec nous. Et puis avec nous également pour nous accompagner tout au long de cette édition, Lionel Friedfeld, notre analyste financier. 100 millions de dollars de pertes pour l'industrie israélienne pour les seuls 8 premiers jours de l'opération Bordure Protectrice. C'est le chiffre avancé par l'Association des industriels d'Israël, le résultat d'une enquête qui prend en compte notamment l'absentéisme forcé et rémunéré de nombreux employés, ainsi que les baisses de production, le tout dû bien sûr aux centaines de missiles tirés depuis Gaza. Et même si tout le pays est concerné, c'est bien le Sud qui est évidemment le plus touché. D'autres secteurs sont affectés comme le tourisme ou bien les commerces de proximité. Des négociations d'ailleurs ont lieu entre le ministère des Finances et les syndicats autour justement des modalités de compensation financière pour les salariés. Alors est-ce que tout cela constitue une menace sérieuse pour la croissance? En ligne avec nous depuis Jérusalem, l'économiste et sociologue Jacques Bendelak, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes enseignant pour les universités et directeur de recherche à l'Institut israélien de sécurité sociale. D'abord, sur le plan conjoncturel, est-ce que ce conflit à Gaza ne risque pas d'aggraver la tendance au ralentissement de la croissance qu'on constatait déjà d'ailleurs depuis plusieurs mois pour l'économie israélienne? Effectivement, l'économie israélienne est entrée dans une phase de ralentissement depuis le début de l'année. Et un conflit de ce type qui conduit à des coûts importants, à des pertes économiques importantes, tout cela c'est mauvais pour l'activité économique, puisque la consommation est paralysée, la production, les principaux facteurs de la croissance israélienne, les exportations, les investissements, tout cela risque d'être progressivement paralysé et donc conjoncturellement d'avoir une incidence sur la croissance de l'économie israélienne. Encore faut-il bien sûr que ce conflit se prolonge un peu plus, parce que je crois que 2-3 semaines, c'est une période qui n'est pas suffisante pour que les retombées soient visibles sur l'activité économique. Mais au-delà de 3 semaines, effectivement, on devrait ressentir un ralentissement généralisé de l'économie israélienne. Et globalement, l'essentiel de ce coût porté à l'économie, il est dû à une baisse de la consommation plus qu'à une baisse de la production dans les industries? Je le crois. C'est plus préoccupant parce que la consommation, lorsqu'elle diminue, elle a des conséquences très larges. L'Israélien, il consomme moins, donc c'est le commerce qui en prend un coup, c'est la fréquentation des centres commerciaux, comme on le voit, qui diminue. Ce sont les commerçants de toutes les sortes. Le tourisme, bien sûr, puisqu'on est en été et que les activités de commerce et de loisirs sont importantes à cette période de l'année. Donc c'est surtout la baisse de la consommation qui est un facteur important de l'activité économique en Israël qui est préoccupante, mais qui va de pair aussi avec la baisse de la production, puisque, on le sait, l'absentéisme, les matières premières, tout cela ne fonctionne plus, et donc beaucoup d'entreprises, notamment dans le sud du pays, sont plus ou moins paralysées, sans parler aussi de la production agricole, puisque beaucoup de récoltes ne peuvent plus se faire. Donc c'est cet ensemble, production et consommation, qui sont néfastes pour l'activité économique. D'ailleurs, avec un rebond de la consommation en ligne, les Israéliens qui font leurs courses en ligne. Merci beaucoup, Jacques Bendelak, d'avoir été avec nous. Alors, je me tourne vers vous, Lionel Friedfeld. Bonjour, notre analyste financier. Votre avis sur les conséquences de ce conflit en cours? Il n'y a pas de raison de s'inquiéter outre mesure pour l'économie israélienne? Il n'y a pas de raison, on va dire, à long terme, puisqu'on sait très bien l'impact des conflits sur notamment la santé de l'économie israélienne est vraiment limité. On peut prendre un exemple, Standard & Poor's, notamment l'indice des 500 plus grandes entreprises américaines, si on le compare à l'indice israélien, le TAS 100, sur les 10 dernières années, la bourse de Tel Aviv fait plus de 100%, alors que le Standard & Poor's a fait 10%. Mais effectivement, de façon ponctuelle, si on regarde concrètement le prix des tomates en Israël, elles ont augmenté de 50% depuis le début du conflit, ou le prix du melon a augmenté depuis 150%. Donc on va dire de façon ponctuelle, il y a un impact, mais de façon macroéconomique globale, ça sera véritablement lissé sur le temps.
Et d'après vous, vers où Israël, le gouvernement, doit orienter aujourd'hui ses efforts pour stimuler un petit peu la reprise? Ça passe par des investissements ou bien simplement par le retour de la sécurité? Oui, bon, premièrement, retour de la sécurité, mais deuxièmement, en fait, le gouvernement accompagne les entreprises internationales, les investisseurs internationaux à continuer à investir en Israël, il le fait parfaitement, notamment avec des centres de recherche et développement de cybersecurity à Beersheba, avec des fonds d'investissement qui mettent de l'argent en Israël, avec la bourse de Tel Aviv qui est en train de se développer énormément. C'est grâce à des actions politiques que Israël pourra atteindre de nouveaux sommets. Alors Lionel, un mot, la semaine dernière on avait parlé de la situation économique côté gazaoui. Les combats paralysent une partie de l'activité aujourd'hui. Ça paralyse, oui, mais effectivement, l'économie à Gaza n'est pas formidable, entre guillemets. On sait le PNB par habitant, la richesse nationale par habitant est de 1 700 dollars à comparer à 33 000 dollars en Israël et à près de 4 300 dollars en Cisjordanie. La vérité, c'est que l'économie de Palestine est liée par rapport à la Cisjordanie. D'ailleurs, la bourse de Cisjordanie, à peu près une cinquantaine de sociétés cotées en bourse, ne pèse que 3 milliards de dollars de market cap, comme on dit, donc c'est la valorisation boursière, à peine l'équivalent de la plus grosse société israélienne de Teva. Et donc véritablement, sachant que la plus grosse entreprise palestinienne est Paltel, qui représente un tiers de cet indice, véritablement l'économie à Gaza est vraiment limitée dans la consommation, dans les cafés et un peu dans l'automobile. Gaza qui reste quand même assez loin de Ramallah au niveau du poids économique sur cette économie palestinienne. Merci Lionel. On va passer au deuxième thème de cette édition. On s'intéresse à ce qui est devenu presque une habitude pour les Israéliens, le rappel des soldats réservistes. Ils sont plus de 50 000 Israéliens à avoir reçu ces derniers jours un ordre d'affectation des pères, des salariés, des chefs d'entreprise aussi. Ils quittent leur famille, leur activité pour rejoindre Gaza et pour une durée non déterminée. Les Milouim, c'est comme ça qu'on appelle ces périodes de service. Elles ont un coût, comme on va le voir avec ce sujet de Keren Kirsch, avec Sacha Rebout et Eric Berdugo. Depuis que l'opération Bordure Protectrice a débuté il y a plus d'une semaine, ce sont 56 000 soldats de réserve qui ont été rappelés. Il a été demandé à chaque homme de laisser derrière lui son travail, son entreprise, sa famille. Chaque soldat réserviste coûte environ 130 € par jour à l'État, soit environ 7,3 millions d'euros pour la totalité des 56 000 réservistes. Si ce nombre grimpe jusqu'à 70 000, le coût global dépassera les 9 millions d'euros par jour. Mais ce chiffre ne reflète que le paiement des soldats de réserve. Il n'inclut ni les coûts cumulés des jours de travail perdus, ni la baisse de la productivité, et bien d'autres paramètres encore. Ces réservistes sont souvent des travailleurs indépendants, des chefs d'entreprise, des cadres, tandis qu'eux se trouveront sur le champ de bataille, la vie pour les autres poursuivra son cours. Mais tandis qu'ils servent l'État, ce dernier ne leur offre pas de réelle protection face aux dettes, aux chèques impayés ou même aux amendes et aux procès-verbaux dus au stationnement. Malgré tout, lors de précédentes opérations similaires, le gouvernement avait voté des mesures de réglementation d'urgence. La Knesset devrait en faire de même lors d'une séance exceptionnelle la semaine prochaine. Dans un pays comptant autant sur ses réservistes, une loi existe pourtant pour les protéger et les aider. C'est la loi des extensions. Elle permet aux soldats de réserve actifs de retarder jusqu'à 1 mois après la fin de leur service leurs divers engagements financiers. Problème, cette loi nécessite que le gouvernement décrète l'état d'alerte général, une mesure exceptionnelle, extrêmement coûteuse. La dernière fois qu'un tel état a été décrété remonte à la guerre de Yom Kippour en 1973 et dans une moindre mesure à l'issue de la Seconde Guerre du Liban dans la foulée d'une pression médiatique inédite. En attendant, dans de nombreux cas, les soldats et leurs familles sont laissés à eux-mêmes. Les entreprises rapportent déjà un taux d'absentéisme de leurs employés de 27,8% dans le sud et le centre du pays. L'opération en cours à Gaza présente aujourd'hui des similitudes avec les 22 jours de l'opération Plomb durci en 2009. Ses coûts directs avaient alors atteint 730 millions d'euros. Pour Bordure Protectrice, qui inclut déjà une forte utilisation du coûteux système dôme de fer, l'addition devrait être bien plus élevée lorsque viendra le temps des bilans. Un bilan que chaque réserviste et chaque famille de soldats ressent déjà. Un très fort aspect émotionnel dans tout le pays. Lionel, on parle vraiment des forces vives de la nation, et ça se ressent vraiment sur le pays aujourd'hui. Alors, effectivement, on estime en tout cas le coût global du conflit, s'il se plonge un petit peu à quelque part entre à peu près 2 milliards d'euros, mais effectivement les Milouim, ces périodes de réserve, où ces jeunes entre 25 et 45 ans vont devoir retourner à l'armée, à un coût pour les entreprises. Je pense qu'il faut distinguer deux choses. Soit ce sont des travailleurs, notamment dans des grandes corporates, des grandes entreprises, Amdoc, Checkpoint, les grandes technologiques. Et alors là, en fait, les gens sont organisés, puisque chaque personne a l'habitude, une fois par an, de partir 1 mois, donc c'est des périodes assez longues. C'est-à-dire que les collègues travaillent entre eux, se repartagent le travail,
travail, il n'y a pas véritablement de perte de productivité s'ils ont l'habitude de travailler en groupe. Le problème se pose surtout dans les PME, TPE, effectivement les travailleurs indépendants, puisque si quelqu'un est appelé au travail et personne ne peut le remplacer, il y a une véritable problématique. L'économie israélienne qui est quand même mieux armée sans doute que par le passé pour supporter le prix de ces mobilisations. Merci beaucoup Lionel. Alors on va parler maintenant de la réaction ou pas d'ailleurs des marchés financiers face à ce nouvel épisode d'instabilité ici au Proche-Orient. Et nous retrouvons en ligne depuis Paris Eric Lewin. Bonjour. Bonjour David. Rédacteur en chef des publications Agora. Alors Eric, on sait que cette région du Proche-Orient a souvent constitué le détonateur de certaines crises, le choc pétrolier notamment de 1973 en pleine guerre de Kippour. Là on est loin du compte, les marchés ont l'air suffisamment occupés ailleurs en ce moment. Oui, écoutez, tout à fait. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les investisseurs sont surtout polarisés en ce moment sur les résultats des entreprises américaines et des entreprises françaises qui vont sortir cette semaine. Il va y avoir notamment cette semaine 150 entreprises du S&P 500 qui vont publier. Et pour tout vous dire, les investisseurs ont plutôt les yeux rivés sur les résultats. Seront-ils meilleurs qu'attendus, moins bons qu'attendus? Et ils se soucient peu pour l'instant du conflit au Proche-Orient. Ce qui les intéresse également, c'est le conflit entre la Russie et l'Ukraine avec l'abattement du vol jeudi soir. D'ailleurs, j'étais sur une autre chaîne de télévision jeudi soir au moment où il y a eu, si vous voulez, cet avion abattu en plein vol, et bien l'indice CAC 40 a tout de suite perdu 1%. Donc il y a un peu plus d'inquiétude du côté de la Russie qui a d'ailleurs perdu 7% en une semaine parce qu'on s'inquiète des sanctions occidentales contre la Russie, puis on s'inquiète des sociétés françaises et des sociétés européennes en Russie. Il y a eu pas mal de baisses la semaine dernière sur du Total, sur encore de la Société Générale qui sont bien présentes dans le pays. Et est-ce que finalement, Eric, les marchés ont déjà intégré l'idée, et même plus vite que les politiques, que les vrais facteurs d'instabilité au Moyen-Orient sont à chercher ailleurs que dans le conflit israélo-palestinien? Il y a l'Irak, la Syrie, l'Iran, l'Égypte. Ça, ce sont des zones bien plus surveillées par les investisseurs, on est d'accord? Écoutez, oui, tout à fait, parce qu'en fait, on parle du conflit général. Alors, je me suis plongé dans le temps pour vous, David, et j'ai regardé, par exemple, le 2 août 1990, c'était bien sûr l'invasion du Koweït par l'Irak. On avait une flambée du baril qui avait gagné 15% en une séance, et en 4 séances, la bourse de Paris avait perdu 8%, et sur l'année, elle avait perdu 24%, parce qu'on avait vraiment l'impression que le conflit était international. Là, on est vraiment dans un conflit régional, finalement. Ce qui peut simplement se passer, c'est pour vous en Israël, il peut y avoir bien sûr une industrie qui va un petit peu moins bien. Alors j'ai lu quelques études, ils disent par exemple plus de 80 millions d'euros de pertes pour l'industrie israélienne depuis le début du conflit, et si le conflit continuait, ça pourrait coûter 1% du PIB israélien. Alors pour Israël, c'est très important. Sur le marché financier, on ne peut pas dire que ce qui se passe à Gaza ait une influence prépondérante, parce que franchement, il n'y a pas beaucoup de ressources naturelles à Gaza. Je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément de pétrole. Bref, ce n'est pas du tout une zone à risque. On a vraiment l'impression que le conflit ne va pas s'enliser quand on voit notamment l'attitude de l'Égypte, de la Jordanie. Bref, pour l'instant, pas de danger, pas de mal sur les marchés. Merci Eric pour toutes ces explications. Lionel, un mot sur la bourse de Tel Aviv, un net recul au tout début de l'opération bordure protectrice. Il y a une quinzaine de jours, moins 2% seulement en 48 heures. Ensuite, c'est bien repris. Et puis, juste après le début de l'intervention de Thérèse, jeudi soir, à nouveau moins 1% entre jeudi soir et dimanche. Globalement, on reste sous tension. On reste sous tension avec un petit repli. La bourse de Tel Aviv était ouverte hier dimanche, c'est normal. Il y a eu une perte effectivement de 1%, alors que Wall Street avait clôturé en hausse vendredi. Et les investisseurs en fait ont simplement impacté le fait que ça ne devait pas être un conflit qui allait être, on va dire, assez rapide, simplement des bombardements, mais qu'il allait avoir une invasion en fait au sol. Et c'est pour ça qu'il y a ce repli. Maintenant, ceci étant dit, d'un point de vue macroéconomique et d'un point de vue global, on s'en souvient, Israël a l'habitude des conflits. C'est un conflit local qu'on vient de mentionner, non pas international, sur à peu près une échelle de 30 ans. Si on compare le S&P 500, les plus grandes entreprises américaines, et le TAS 100, les plus grandes entreprises israéliennes, malgré les conflits, le TAS 100 a une performance de près de 3000%, 2500% exactement, alors que le S&P renvoyait simplement 400% de croissance, ce qui veut dire que d'un point de vue macroéconomique, il n'y a pas d'impact à long terme sur l'économie israélienne. Si le conflit se prolonge un petit peu, est-ce que ça peut changer un petit peu cette donne? Il va forcément, le conflit, on voit bien, il est en train un petit peu de se rallonger, mais ça va pas être un conflit qui va durer 6 mois. Les entreprises israéliennes, en fait, ont déjà impacté ça, et la véritable force, c'est que ce sont des sociétés qui travaillent surtout à l'export. Les grands pans de l'économie israélienne sont soit les diamants, soit la high-tech, qui ont en fait des clients à l'export, donc ça impacte
peu le fait qu'il y ait une guerre aux portes de Tel Aviv impacte très peu la réalité économique des entreprises israéliennes. Alors Lionel, au niveau international, ce conflit à Gaza, mais il pose une fois de plus la question de la menace d'un boycott d'Israël. Là, on voit les sentiments anti-israéliens qui s'expriment avec violence, on a vu à Paris ces jours-ci. La désinformation aussi a son rôle sur les opinions. Et puis le Chili aussi a suspendu, il faut le dire, ses relations économiques avec Israël pour, soi-disant, protester contre les bombardements à Gaza. On va d'ailleurs écouter la réaction du président vénézuélien Nicolás Maduro. La Palestine n'a pas de forces armées, elle a juste un État en cours de création. Ce n'est donc pas une guerre entre deux armées. Israël a des armes à la pointe de la technologie et prévoit de les utiliser d'une manière très précise pour frapper là où il le souhaite. Sans l'ombre d'un doute, ils sont en train de commettre un génocide. Et vous pensez que c'est une menace sérieuse, le boycott d'Israël, alors qu'il est... C'est surtout politique, en fait, c'est pour plaire un petit peu aux populations locales, tous ces, que ce soit le Chili derrière, achètent des solutions technologiques aux entreprises israéliennes, des solutions militaires également, donc c'est véritablement un petit peu d'opium pour le peuple. Et puis on sait que certains pays comme la Turquie qui critiquent violemment Israël maintiennent quand même des liens économiques avec Israël, on aura l'occasion d'en reparler sans doute. Merci Lionel de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission, et merci à vous d'avoir été avec nous, c'est la fin de cette édition d'Économie Le Mag, restez avec nous sur i24 News, l'info revient tout de suite.